Du jour est un frondeur qui a le courage de ses opinions, puisqu'il s'agit de Philippe Noguès, député du Morbihan, qui vient de claquer la porte du Parti socialiste pour protester contre la ligne du PS et la ligne du gouvernement qu'il accuse de s'être converti au social-libéralisme. Pour lui, c'est un gros mot. Il va nous expliquer pourquoi et comment il compte continuer son combat. Noguès, bonjour, bienvenue au Talk. Bonjour. Comment peut-on parler de social-libéralisme quand la dette française explose jusqu'à représenter 97,5% du PIB? Mais je crois qu'en fait, on parle de social-libéralisme parce qu'on a été élu sur un projet. Quand on est élu sur un projet, il faut tenir ses promesses. Je me souviens d'avoir un grand-père qui me disait à l'époque, les politiques, de toute façon, il ne faut jamais les croire parce qu'ils ne font pas ce qu'ils ont dit. Et moi, ce que je reproche essentiellement, et je l'ai dit au président de la République, Monsieur le Président de la République, ce qu'on vous reprochera essentiellement, ce n'est pas d'avoir échoué, c'est de ne même pas avoir essayé la politique sur laquelle vous avez été élu. Donc je crois qu'il y avait une autre politique économique. On a quand même... Quitte à laisser filer la dépense encore plus. Mais il ne s'agit pas de laisser filer la dépense. Je ne crois pas qu'on résorbe le déficit si on n'a pas de croissance. Et on voit bien qu'on n'a pas de croissance et que les mesures qui sont prises par le gouvernement, au contraire, limitent la croissance et les effets induits par une certaine croissance mondiale qu'on croit déceler, qu'on décèle un petit peu en ce moment. Oui. Mais on a travaillé avec beaucoup d'économistes auparavant quand on était dans l'opposition. Ces économistes-là sont toujours existants, ils existent toujours, Piketty, Daniel Cohen, etc. Et quand on est arrivé au gouvernement, on les oublie. C'est quand même un comble. Vous dites que vous avez parlé avec François Hollande, je crois que c'était dans le cadre d'une réunion de groupe avec vos amis frondeurs, vous étiez plusieurs. Qu'est-ce qu'il vous a répondu quand vous lui avez fait ce reproche? Écoutez, alors bon, on avait essayé de ne pas lui dire tous la même chose, donc il a répondu globalement. Je crois que François Hollande espère beaucoup effectivement de ces éclaircies économiques mondiales, de la baisse du prix du pétrole, la baisse de l'euro, c'est-à-dire qu'il compte sur les autres? Je pense qu'il a confiance, il a une certaine confiance, un certain optimisme qui fait qu'il pense qu'à l'inverse de Lionel Jospin, par exemple, qui a fait 4 ans magnifiques et une dernière année calamiteuse, en gros, il pense qu'il va faire l'inverse. Sanctionné par une élimination au premier tour de la présidentielle. Mais justement, lui pense que ça va être l'inverse, qu'il va avoir fait 4 années assez calamiteuses, il faut bien le dire, et une dernière année qui lui permettrait d'arriver au deuxième tour, parce que l'objectif, c'est bien d'arriver au deuxième tour. François Hollande a félicité Alexis Tsipras au moment de son élection. Aujourd'hui, il tient un langage assez dur vis-à-vis du Premier ministre grec. Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer quelle est la position de la France dans la crise grecque ? Alors, vous expliquer la position de la France serait très compliqué. Vous dire ce que j'en pense, moi, je veux bien, mais expliquer la position de la France... Pourquoi c'est compliqué ? C'est compliqué parce qu'on voit bien que la France affirme soutenir Tsipras. Je ne suis pas persuadé que Tsipras ait la sensation d'être particulièrement soutenu par la France. Il y a quelques dizaines de jours, on disait Tsipras a renoncé à toutes ses convictions face à la Troïka, face à Bruxelles. Aujourd'hui, on l'accuse de l'inverse. On l'accuse de faire du chantage. Donc voilà. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier une chose quand même, qui est une chose de base, c'est que le peuple grec souffre. 40% de la population du peuple grec en dessous du seuil de pauvreté. Je lisais 500 000 enfants qui prennent un repas par jour. Un revenu moyen supérieur au revenu moyen allemand. Une richesse nationale par habitant supérieure. Oui, alors on est sur des moyennes. Je pense que il y a beaucoup de gens très riches en Grèce et il y a beaucoup de Grecs qui n'ont pas payé leurs impôts, même quand ils n'étaient pas très riches depuis très longtemps. Il y a pas, enfin, vous exonérez le peuple grec de toutes ses responsabilités. Non, oui, le peuple grec, oui, sans doute certains dirigeants grecs politiques ou économiques, parce que les milliardaires grecs, tout le monde en a en tête. Je veux dire, effectivement, et la manière de récupérer les impôts, etc. Il y a beaucoup de structures, beaucoup de réformes, je suis d'accord là-dessus, à mettre en place. Mais qui paye aujourd'hui les pots cassés, c'est bien le peuple grec, celui qui vit avec une retraite pour 3-4 personnes. Vous souhaitez qu'il réponde non, le peuple grec ? Mais je souhaite que le peuple grec est souverain, il répondra ce qu'il veut. Voilà, ensuite, mais je crois qu'à un moment, il faut... je comprends, je conçois cette révolte devant des intérêts, devant une Europe qui n'est qu'un espace économique
où il n'y a pas de citoyenneté européenne. La citoyenneté européenne n'existe pas. Quand on voit les pays du Nord critiquer énormément les pays du Sud, mais jamais ils n'ont vécu cette situation. L'Italie critique également la Grèce. Je suis d'accord. Et l'Espagne et le Portugal. Oui, mais c'est vrai que les plus intransigeants sont quand même les pays du Nord, qui ne vivent pas, qui ne conçoivent pas cette catastrophe humanitaire qui se déroule aussi en Grèce. Donc, On va revenir un peu en France. La session extraordinaire s'ouvre aujourd'hui. Plusieurs projets de loi sont inscrits. La loi NOTRe sur l'organisation du territoire, les collectivités territoriales. La loi Macron, le retour. Et la loi Rebsamen sur le dialogue social. Alors, concernant la loi Rebsamen, parce que je précise que vous êtes un spécialiste du dialogue social et plus particulièrement dans la notion de responsabilité sociétale de l'entreprise. Alors, que pensez-vous de la loi Rebsamen? Quel va être votre vote? J'ai voté favorablement sur la première lecture. Je regrette quand même que alors c'est l'occasion d'en parler justement, je regrette par exemple que nous n'ayons pas été plus loin sur la partie TPE. Je pense en particulier aux collaborateurs et aux employés de toutes petites entreprises. Il y a, je crois, plus de 2 millions de Français qui n'ont pas de statut, qui n'ont pas de convention collective. Et on a, nous, des collaborateurs qui n'ont ni statut ni convention collective. J'avais essayé d'apposer des amendements. Plus de contraintes. C'est pas des contraintes, parce que c'est pour nous qu'on les demande là. C'est-à-dire, nous on fait la loi et nos collaborateurs n'ont même pas ces avantages. Donc vous allez plutôt voter pour, malgré ce regret? Je pense qu'il y a des avancées dans cette loi. En même temps, la loi Macron, je ne vais pas vous demander ce que vous allez voter, parce que selon toute probabilité, il y aura une troisième fois. Si je pouvais, avec plaisir, je voterais contre. Donc, troisième fois à 49.3, c'est-à-dire que les députés ne pourront pas voter. Avec un certain mépris du Parlement, une fois de plus. Là, vous êtes tout seul. En fait, vous avez quitté le groupe socialiste, vous n'avez rejoint aucun autre groupe, tout seul à l'Assemblée. Quelle possibilité on a de s'exprimer et de faire bouger les lignes? Alors, j'ai rejoint le groupe des non-inscrits, parce que je n'ai pas renoncé... Qui est une sorte de groupe. Oui, c'est pas un groupe, effectivement, vous avez raison. Mais je n'ai pas renoncé non plus à ce qu'un certain nombre de camarades, de socialistes, voire d'autres groupes, je ne renonce à rien, à ce qu'on puisse éventuellement se retrouver et pourquoi pas fonder un autre groupe. Je pense que pour moi, ça serait la solution. Vous savez, depuis la semaine dernière, depuis mon départ, j'ai reçu des milliers de témoignages, de soutien, de messages. Tous ces gens-là ne se reconnaissent plus dans les partis traditionnels. Alors pourquoi restent-ils, contrairement à vous? Ils ont peur de ne pas être investis aux prochaines législatives? Je ne sais pas si c'est ça. Vous savsavez, il y a cet attachement... Il y a eu des menaces. Il y a eu des menaces. Des menaces de non-réinvestiture. Oui, peut-être. Je ne suis pas vraiment au courant. Moi, je n'ai pas reçu ce type de menaces. J'ai pris ma décision. Pas de menaces? Je n'ai pas eu de menaces, en tous les cas. Je ne suis pas certain qu'on n'aurait pas mis quelqu'un en face de moi, mais je n'ai pas eu de menaces directes. J'ai pris cette décision de manière volontaire. Certains de mes collègues pensaient aussi pouvoir attendre les lois de finances et faire part d'un désaccord de fond. Moi, je crois qu'on ne doit pas attendre d'être exclu, on doit prendre sa décision volontairement et en toute liberté. C'est votre message aux frondeurs? C'est mon message et c'est en même temps un appel aux frondeurs et à tous ceux qui ne se reconnaissent pas réellement dans la politique du gouvernement de me rejoindre et qu'on puisse justement former un groupe qui représenterait ces millions de Français qui ne se reconnaissent plus ni dans les partis de droite ni dans les partis de gauche aujourd'hui. Vous pensez que vous allez être réinvesti par le Parti socialiste aux prochaines législatives, à moins que vous n'ayez pas l'intention de vous représenter? Si, j'ai absolument l'intention de me représenter parce que je pense que j'ai encore du travail à faire dans beaucoup de domaines. Alors vous demanderez l'investiture du PS? Non, bien sûr que non. Je ne demanderai pas l'investiture du PS dans un premier temps. Il faut être aussi cohérent avec ses actes. Donc, je quitte le PS. J'espère que je vais pouvoir rassembler autour de moi et faire en sorte que, justement, toutes ces forces de gauche puissent se retrouver et puis qu'on puisse être unis dans ce combat pour les législatives, mais aussi bien avant. Dernière petite question, vous aviez voté pour la motion à laquelle s'est joint Martine Aubry. Vous êtes de sensibilité proche. Non, Martine Aubry s'est joint à la motion. Motion majoritaire, oui. Non, pardon, vous êtes aubriste, proche de Martine Aubry, de ses idées en tout cas. Vous regrettez qu'elle n'aille pas elle-même au combat au régional, dans sa région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, face à Marine Le Pen? Martine Aubry, j'ai fait sa campagne des primaires contre François Hollande à l'époque. Aujourd'hui, je ne dirais pas que nous sommes sur la ligne de Martine Aubry. Je pense que Martine Aubry s'est mise à un moment sur la ligne des frondeurs, sur notre ligne à nous. Elle s'en est désolidarisée au dernier moment.
Voilà, elle a fait un choix politique. Je pense que c'était un choix politique. Elle pense peut-être qu'on peut mieux agir de l'intérieur que de l'extérieur. Moi, je fais le constat qu'une action de l'intérieur ne débouche sur... Enfin, nos efforts ont été relativement vains depuis presque 2 ans, et que maintenant, il est préférable de provoquer un électrochoc, d'essayer d'être le détonateur de quelque chose de nouveau. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'espère être avec cette démission, avec ce départ, avec cette rupture aussi vis-à-vis du Parti socialiste. Et on va suivre ça. Philippe Noguès, merci, bonne journée. Merci à vous.